Je ne fais pas de tableau ni de sculpture. Je fais des supports d'événements. Ce sont des supports où la couleur se produit, se défait, se crée dans un mouvement permanent. Ici, il n'est pas question de passé ni de futur. Il s'agit de l'instant, comme pour la vie. Je suis né en 1923, à l'époque de la dictature de Gómez, qui a duré jusqu'en 1935, alors que le contexte économique commençait à changer du fait de l'arrivée du pétrole. Quand j'étais enfant, les cerfs-volants étaient mon jouet préféré. Ça m'enchantait d'observer les transparences des couleurs dans la clarté du ciel. Tout petit déjà, j'étais fasciné par la multiplication de l'image. Et c'est curieux, dès l'enfance, je m'intéressais à la typographie. Et un des problèmes de graphisme les plus importants, c'est de concevoir un caractère typographique. Ça me fascinait. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai dit à mon père « Je veux être artiste ». Et mon père était émerveillé parce qu'il était poète, c'était un intellectuel. Il m'a soutenu et m'a conduit à l'école des arts plastiques pour m'y inscrire. Aujourd'hui encore, je m'en souviens avec une grande joie. Dès lors, j'ai commencé à concevoir ma vie, celle que je mène encore aujourd'hui, la vie d'artiste. Les premiers temps, c'était un paradis. Je ne pouvais pas croire que c'était vrai ce que je voyais. Au bout de 2 ans, je constatais que tous les élèves des classes supérieures menaient une vie très triste. Ils pensaient que l'art est une douleur, une tragédie. Il y avait cette idée commune qu'un tableau se fait dans la souffrance. Mais comme pour moi la peinture était un plaisir, le plus probable, c'est que je n'étais pas un artiste. Alors j'ai quitté le cours intitulé « Art pur » et j'ai étudié pour devenir professeur d'histoire de l'art et des arts appliqués. J'ai continué à aller à l'école et peu à peu je me suis consacré au graphisme, à l'illustration, à la bande dessinée. Ensuite j'ai travaillé dans le journalisme, la publicité. Tout ça m'a donné une culture fondamentale et ça m'a beaucoup servi dans mon travail de peintre. Et avec tous ces emplois menés en parallèle à la peinture, j'ai financé ma liberté. À l'époque, je pensais qu'un artiste devait être une sorte de chroniqueur de son temps. Un chroniqueur dont le travail consisterait à décrire son environnement social, un peu comme l'ont fait Bruegel le Vieux et les muralistes mexicains. Je voulais montrer mon époque. Et ce que j'avais devant les yeux, les problèmes sociaux, la misère, les bidonvilles, j'avais commencé à peindre ça. Je croyais qu'en la peignant, je dénonçais la situation et que je pouvais sensibiliser les gens pour qu'il y ait des changements. Au fur et à mesure que je peignais, après plusieurs années, j'ai eu du succès avec ces œuvres. Je les vendais très bien, mais la misère, elle, empirait. C'est pour ça que j'ai eu besoin de continuer à chercher, et de nouvelles idées ont surgi. Je tenais le début de ce qui allait devenir mon discours plastique, et j'ai décidé d'aller en Europe. Je suis parti en bateau pour Barcelone. Je ne voulais pas m'installer dans une grande ville, mais dans un petit village pour avoir le temps de penser, de lire, d'expérimenter, où il n'y aurait aucune source de distraction. Dans le village de Masnou, à 12 km de Barcelone. La première fois que je suis allé au musée du Prado à Madrid, j'arrive devant Velázquez et je me dis, là, il se passe quelque chose de différent. Ce monsieur a changé la notion de l'espace dans l'art. Tout le monde peignait de l'extérieur vers l'intérieur, lui peignait de l'intérieur vers l'extérieur. Une idée simple qui révèle l'espace. Face aux Ménines, on se retrouve dans l'œuvre.
Et ce fut le déclic. Ah, il ne s'agit pas de peindre bien, il s'agit d'inventer la peinture. De là, j'ai voyagé plusieurs fois à Paris pour voir mes amis et les musées. Un de mes voyages a coïncidé avec l'exposition Le Mouvement à la galerie Denise René. Et je me suis dit, tout ça à 7000 km de distance. Je me rendais bien compte que la peinture était à bout de souffle, qu'il fallait inventer un nouveau discours. Donc je ne me trompais pas. Ça m'a donné une grande confiance, l'enthousiasme pour continuer ce que j'avais commencé à Caracas. Plus tard, j'ai souffert d'une crise de patriotisme. Je me disais, bon, quand vais-je pouvoir intégrer mon art dans la rue à Paris, à Barcelone, si tout y a déjà été fait? En Europe, je n'ai rien à faire, alors que dans mon pays, tout est à faire. Qu'est-ce que je fais ici? Non, je retourne dans mon pays pour réaliser toutes les choses que j'ai dans la tête. J'ai parlé avec des architectes, des promoteurs, des politiciens, et tout le monde me disait « Formidable, quelle merveille ! Je t'appelle la semaine prochaine. » J'attends toujours. En 1959, j'avais réalisé la première physichromie, la première couleur additive. Et en voyant le résultat, je me suis dit, il est temps de partir. J'avais fait une exposition au musée des Beaux-Arts et les gens, mes amis, très gentils, tout le monde disait « comme c'est joli ». Mais je me suis rendu compte qu'au fond, ils ne comprenaient rien. Ce n'était pas encore le moment pour ce discours dans mon pays. Ceux qui osaient un commentaire me disaient que ce n'était pas le chemin de l'art. Ils me demandaient « où est la figure humaine ?» J'ai été pris de panique. Ils ne comprenaient rien. C'est là que j'ai décidé de retourner en Europe. À Paris, j'avais l'occasion de me confronter et de me mesurer, parce que c'est ça qui compte. Paris, New York, Londres, on se mesure au monde, à la pensée du monde. Quand j'ai décidé de partir, on m'a dit « Mais vous êtes fou !» Parce que financièrement, je m'en sortais bien, et j'en suis infiniment reconnaissant à Myrta, ma femme. Je lui ai dit « Écoute, nous devons partir. On y va ? On y va. » En 27 jours, je me suis séparé de tous les meubles et les babioles inutiles que nous accumulons au cours de la vie. Nous sommes partis en août 1960 pour aller en France. Les premières années, j'ai vécu grâce à la conception graphique pour des livres, des catalogues. Je faisais des affiches pour les galeries d'art, les entreprises, et je m'en sortais bien comme graphiste. Si j'avais voulu faire une carrière dans le graphisme, j'aurais pu, si tel avait été mon destin. Nous avons fini par nous installer dans un appartement du 9e arrondissement, rue Pierre-Sémard. Là vivait une vieille comédienne qui, à son époque, avait dû avoir du succès, à en juger par le luxe des tentures sur les murs. Et assez vite, je me suis senti bien dans cette rue, et j'ai sympathisé avec les commerçants. Un jour, je faisais la queue pour acheter ma baguette, et le boulanger m'a pris à part pour me demander « Monsieur Cruz-Diez, vous qui êtes un artiste professionnel, auriez-vous la gentillesse d'expliquer à mon épouse en quoi Picasso est un grand artiste et pas un charlatan ?» J'ai alors appris à répondre en quelques secondes à ce type de questions si fréquentes, parce que la file d'attente s'allongeait. Picasso a inventé un nouveau langage dans la peinture. De là, la difficulté à le comprendre. À Paris, j'ai développé mon œuvre. Je lui ai donné de la densité. J'ai expérimenté davantage et j'ai cherché de nouvelles solutions par rapport à ce que j'avais trouvé à Caracas en 1959.
Comme la couleur a de nombreuses expressions, la couleur n'est pas seulement ce qui est peint sur une toile avec un pinceau, c'est plus que ça. Donc elle a de nombreuses manifestations. Quand sont présents l'ambigu, l'instant, la mutation permanente. Je me suis donc consacré à mettre en scène le comportement de la couleur. En 1961 s'est tenue à Amsterdam la première exposition sur le cinétisme conçue par Pontus Hultén. Ce fut la première qui a permis de connaître l'œuvre de Tinguely, de Calder et celle de Vasarely. Et j'y ai participé. On m'a invité, j'étais là. Ensuite, l'exposition a circulé dans toute l'Europe. Elle a continué parce qu'a surgi à Paris dans les années 60 et dans le monde entier la nécessité d'un nouveau discours. L'arte povera, le pop art, le cinétisme, des tas de mouvements, Fluxus. On ouvrait de nouveaux horizons. Et je suis arrivé à Paris à cette époque merveilleuse, en pleine euphorie créative. La première exposition personnelle a eu lieu en 1965, à la galerie Kershach, rue de Seine. Plus tard, j'ai rejoint Denise René. Quand j'ai commencé en 1959 à faire la première physichromie, j'ai passé 20 jours sur une chose de cette taille et j'avais la tête qui explosait d'idées nouvelles. Et ce n'était pas possible. Je devais accélérer le processus de fabrication. Je devais aller plus vite parce que les idées allaient s'envoler. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de travailler en équipe. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe comme ça. À Caracas, j'ai une équipe, à Paris une autre, et ici aussi, à Panama. Tous travaillent selon mes idées, mes concepts. Tout le monde me disait, ne mélange pas ta famille et ton travail, ça ne se fait pas. Bon, mais je vivais en peignant, en dessinant, ma maison était un atelier. Quand je suis tombé amoureux de Myrtha, je lui ai dit, tu sais, tu ne vas pas vivre dans une maison, tu vas vivre dans un atelier. Et c'est là que nos enfants vont naître, et là que nous allons vivre pour toujours. Et ça s'est passé comme ça. Myrtha a compris, et elle a élevé les enfants à l'atelier. Ils m'ont aidé dès leur plus jeune âge à faire des petites choses. Et maintenant c'est pareil avec les petits-enfants. Nous avons créé toute une structure qui m'a aidé énormément à développer mon travail. Et tout ça dans l'affection, la joie, le confort de quelque chose de familier. Et tout en vivant la grande aventure de l'art.